Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des ondes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la loi sur le statut de l'élu qui arrive aujourd'hui en séance au Sénat. Elle sera examinée pendant 2 semaines. Son objectif, répondre au malaise et au découragement des maires. On en parle avec l'une des rapporteurs de ce texte au Sénat, la sénatrice centriste Françoise Gatel. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Julien Denormandie, le ministre chargé de la ville et du logement. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes en Ille-et-Vilaine, à Rennes plus précisément, pour parler de la rentrée universitaire. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons notamment de l'audition de Christophe Castaner. C'est ce matin devant la délégation parlementaire au renseignement. Audition sur les questions nombreuses que soulève l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce mardi 8 octobre. Une politique d'immigration sans coup de menton et sans naïveté. Voilà le message adressé hier par Édouard Philippe aux députés. C'était lors du débat sur la politique migratoire. Le Premier ministre a défendu son bilan, mais a reconnu que le gouvernement n'avait pas atteint tous ses objectifs. Demain, c'est au Sénat qu'aura lieu ce débat. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, auditionnée à 18h au Sénat sur les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. C'est d'ailleurs demain que se constituera la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de ces sites Seveso. Aujourd'hui, à Rouen, a lieu une nouvelle marche pour réclamer la vérité. Et puis journée de colère chez les agriculteurs, ils prévoient plusieurs actions dans toute la France pour protester contre le dénigrement dont ils font l'objet, notamment sur la question du glyphosate et des pesticides. Ils dénoncent également le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et on débute avec la sénatrice du jour. Elle est élue d'Ille-et-Vilaine, siège dans le groupe centriste et est donc co-rapporteur de ce projet de loi engagement et proximité qui arrive en séance au Sénat aujourd'hui. Bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de ce texte sur le statut de l'élu. On va en parler longuement, mais avant cela, question d'actualité. Christophe Castaner est auditionné ce matin au Sénat devant la délégation parlementaire au renseignement. Il sera auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Est-ce que Christophe Castaner a failli ? Alors, je ne sais pas s'il a failli, il lui appartient de le dire. En tout cas, il y a une situation des plus étranges et qui génère de l'inquiétude qu'au sein de la préfecture de police, dans un service de renseignement, quelqu'un soit fondamentaliste ou en tout cas voilà et réagit de cette manière, ça laisse chacun d'entre nous extrêmement perplexe et curieux de comprendre comment cela a été possible et surtout d'entreprendre les réflexions nécessaires pour qu'une telle chose inimaginable ne puisse plus arriver. Vous dites perplexe, curieux, est-ce que vous êtes aussi inquiète ? Ça génère de l'inquiétude, c'est-à-dire dans la population, il y a un sentiment de profonde inquiétude, c'est-à-dire dans le centre névralgique de la défense et de la protection, il peut y avoir quelqu'un que personne n'a repéré ou quelqu'un qui a émis des signaux peut-être faibles ou un peu plus forts, mais que personne n'a jugé bon de prendre en compte et d'enquêter. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté, je dirais, en France sur ce type de profil des radicalisés à l'intérieur même du système ? Alors, je pense qu'il y a... appelons ça peut-être de la naïveté. Moi, je pense qu'il y a une sorte de pensée politiquement correcte qui fait que l'on culpabilise assez allègrement tous ceux ou celles qui sont en position de prévention ou de protection et qui disent qu'on peut faire confiance, mais faire confiance, c'est aussi se protéger et contrôler, et qu'en tout cas, au cœur de la préfecture de police, la naïveté n'est pas pardonnable, parce qu'elle a des conséquences terribles. Quelles informations avait cette personne ? Quelles informations elle a communiquées ? Enfin, c'est un gouffre de questions et d'incompréhension que cette affaire... Vous pensez que Christophe Castaner pourra apporter les réponses aujourd'hui ? En tout cas...
je pense que depuis ces quelques jours qui sont des jours tragiques, parce que je pense aussi aux policiers qui ont été victimes de cet acte, je pense qu'il y a une enquête approfondie et qu'en tout cas, les premiers éléments ont dû être creusés et que si nous n'avons pas les éléments de la manière, enfin sur les procédures, ça veut dire que cela révélera une autre inquiétude. Allez Françoise Gatel, on va passer à votre actualité. C'est cette loi engagement et proximité qui est examinée à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Ariane, bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Alors Tam, dans quel contexte s'inscrit ce texte ? Eh bien écoutez, dans un contexte de profond blues des maires. Cela s'explique par un certain nombre de facteurs. D'abord, le facteur administrés. Les administrés qui sont de moins en moins respectueux quand certains ne sont pas carrément violents. On se rappelle bien sûr des terribles événements qui ont conduit à la mort du maire de Signes l'été dernier. Également des administrés qui sont de plus en plus pressés, qui sont même des consommateurs de maires. Et on entend beaucoup cette expression qui revient. À cela, vous ajoutez les effets de la loi NOTRe, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, qui a dessaisi les maires d'un certain nombre de leurs compétences et de leurs moyens au profit de l'intercommunalité. Et puis enfin, prenez le fait que la fonction de maire, c'est une fonction qui est à la fois très prenante et relativement peu valorisée, notamment au niveau de l'indemnisation pour les maires de petites communes. Vous obtenez tous les ingrédients du malaise auquel cherche à répondre le projet de loi engagement et proximité. Alors ce texte, il est porté par Sébastien Lecornu. On le dit, il débute cet après-midi en séance dans l'hémicycle. Quels sont les principaux points ? Alors, il y a d'abord l'idée de conforter le pouvoir du maire dans l'intercommunalité, car aujourd'hui, beaucoup jugent que leur voix, effectivement, elle ne porte plus dans cet échelon qui est sorti renforcé des dernières lois territoriales. Deuxièmement, renforcer les pouvoirs de police des maires, qui pourront notamment mettre des amendes administratives pour lutter contre les incivilités. Et puis, troisièmement, simplifier le quotidien des maires. L'objectif, c'est de valoriser cette fonction, lever les freins à l'engagement des élus. Cela à 6 mois des municipales. On parle indemnité, congés électifs, mais aussi formation. En tout cas, notez qu'en commission, il y a quelques jours, le Sénat et le ministre ont largement parlé à l'unisson. Écoutez. C'est un texte que le Sénat accueille avec un esprit particulièrement coopératif. Nous avons travaillé d'une part avec les différents présidents de groupes politiques, dans le volet approche politique des choses, mais également en amont avec les deux rapporteurs que je salue, la personne de Mme Gatel et de M. Darnaud, mais également aussi en s'inspirant beaucoup des différents travaux que les différentes commissions ou délégations du Sénat ont pu commettre ces dernières années. Vous avez salué la fonction inspirante du Sénat au travers de ce texte et vous nous avez encouragés à poursuivre dans cette voie en étant inspirant, avez-vous dit, Monsieur le Ministre. Donc je pense que nous répondrons totalement à votre appel. Et oui, Françoise Gatel, même si ce texte est un copier-coller des travaux du Sénat, ce sont là les mots de Gérard Larcher. Vous avez quand même voulu apporter votre marque au texte. Alors sur quel point, Tam ? Sur quel point le Sénat modifie le texte ? Eh bien, tout d'abord, le Sénat a lancé sa propre consultation des maires pour mieux comprendre les violences et il en a tiré un véritable plan d'action pour la sécurité des maires qui renforce à la fois leur pouvoir et leur protection. Deuxièmement, le Sénat est allé plus loin que le gouvernement pour assouplir le transfert de compétences de la commune à l'intercommunalité. L'idée, c'est en fait l'idée du transfert à la carte qui tient compte des spécificités de chaque territoire. Et enfin, les sénateurs ont retouché le texte sur la revalorisation des indemnités des maires, notamment des petites communes. En tout de même, il y a 136 amendements qui ont été adoptés en commission. C'est beaucoup, Françoise Gatel, pour un texte dont le Sénat a été jugé être l'inspirateur. Oui, mais c'est justement parce que nous avons été une muse inspirante que nous avons repris un certain nombre d'éléments que le ministre n'avait pas repris. Donc nous avons à notre habitude enrichi le texte, je dis d'une manière familière. Nous sommes allés un pont plus loin dans le sur-mesure. On va revenir sur ces points, mais on le disait, c'est un texte largement inspiré des travaux du Sénat. On se demande pourquoi le gouvernement a tant attendu pour le mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un peu d'opportunisme politique de le présenter 6 mois avant les municipales ? Alors moi, je ne sais pas si c'est de l'opportunisme politique. En tout cas, c'est de la sagesse. Puisque les maires ont exprimé leur lassitude, leur fatigue, baisse des dotations, marche forcée d'organisation. On l'a vu dans le grand débat, mais le grand débat vient en quelque sorte s'ajouter au mouvement des Gilets jaunes. Et ces deux éléments ont exprimé un sentiment
de déclassement, d'abandon et de nécessité de proximité que Mirabeau, en 1789, appelait déjà de ses voeux en disant que l'administration doit se rapprocher des hommes et des choses. Et en 2019, on n'y est pas encore. Donc il y avait nécessité de le faire. Est-ce que vous diriez que le texte, tel qu'il est examiné cet après-midi dans l'hémicycle, il répond à ce malaise des maires, à cette inquiétude? Il répond sur beaucoup de points, notamment sur le point de l'apaisement de la relation entre la commune et l'intercommunalité, qui parfois était conduite à marche forcée par des préfets, construit des ensembles gigantesques où les maires ne s'y retrouvent pas, et il faut retrouver une relation apaisée. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Sur le volet de l'engagement des élus, il y a de très bonnes mesures. Je pense toutefois qu'on ne va pas assez loin pour permettre l'engagement d'élus des actifs. Plus de 60% des maires sont aujourd'hui ont plus de 60 ans. Je pense que si on veut permettre à des jeunes de s'engager, on doit travailler sur l'amélioration des conditions pour des jeunes actifs, en parlant notamment peut-être, comme pour les mères de famille, de bonus pour la retraite, parce qu'on a des jeunes actifs qui deviennent maires, présidents d'interco, et qui doivent diminuer leur temps de travail, donc ils perdent de la rémunération, mais ils perdent aussi des cotisations en matière de retraite. Là, il y a un vrai sujet. Donc vous dites, puisqu'on est en pleine réforme des retraites, vous dites, attention, il faut se pencher sur cette retraite des maires. Mais les maires, qui sont les maires? Ce sont dans la plupart de nos communes des citoyens quasi bénévoles qui s'engagent au service des autres. Il n'y a pas d'engagement politicien, ils ne s'engagent pas dans une carrière politique. Donc ils servent la République, ils agissent au nom de l'État. Donc il me semble qu'à un moment, les incidences, notamment financières, qu'ils subissent de par ce choix, doivent être prises en compte parce qu'ils servent la République. On va continuer à parler longuement de ce texte avec vous, Françoise Gatel, mais on va tout de suite, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Épinal. Retrouvez nos partenaires de Vosges Matin. Bonjour Alexandre Poplavski-Mayor. Vous êtes le directeur départemental de la rédaction de Vosges Matin et vous allez, vous aussi, nous parler de cette loi Le Cornu. Oui, bonjour. Effectivement, comme sur le plateau de Bonjour chez vous, Vosges Matin s'intéresse ce matin au projet de loi sur le statut de l'élu, examiné ce mardi par le Sénat. Notre consoeur Catherine Pluxicon a décrit dans un dossier d'ouverture de 2 pages, publié dès hier soir dans notre édition numérique, et repris dans nos éditions papier de ce mardi matin, ce projet baptisé Engagement et proximité, qui doit réformer le statut de l'élu à 6 mois des élections municipales. Déjà jeudi, à l'invitation des sénateurs vosgiens Jackie Pierre et Daniel Gremier, Mathieu Darnaud, sénateur de l'Ardèche et rapporteur du projet de loi, est venu en présenter les grandes lignes. Il a surtout pris le temps d'écouter les élus vosgiens et ils ont été nombreux à apporter leur témoignage. Mathieu Darnaud n'a d'ailleurs pas caché qu'il voit des situations très différentes selon les territoires. Le texte débattu ce mardi, estime-t-il, prend en compte toutes ces différences. Il a plaidé aussi pour un système plus souple, pour un État davantage conseil que censeur. Alors, que pensent les élus vosgiens de ce texte ? Alors, ils ont surtout posé des questions. Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux des Vosges, l'a interpellé pour lui demander « Mais comment fait-on pour être maire tout en continuant son activité professionnelle ? Comment donner aussi aux jeunes l'envie de s'investir alors que le revenu de l'élu est si faible? La rémunération des élus dans des petites communes peut parfois correspondre à la capacité d'investissement de cette commune pour une période de 1 ou 2 ans. C'est évidemment problématique. » Est-ce que du coup, vous avez noté un découragement chez certains élus ? Alors oui, effectivement, on a des maires comme celui de Saint-Ouen-les-Parais, près de Vittel, qui s'appelle Claude Dubois. Il a imaginé démissionner à la suite d'une expérience personnelle qui a été très douloureuse. Il a été victime d'un tir de carabine chez lui pendant son sommeil et la balle s'est logée à 15 cm de son lit. L'auteur n'était ni plus ni moins qu'un de ses employés municipaux. Ce dernier a été condamné à 6 mois de prison ferme, mais la commune n'a pas pu le licencier. Et encore aujourd'hui, l'auteur du coup de feu perçoit 1 000 € par mois. Claude Dubois, heureusement, a été convaincu par ses administrés de ne pas démissionner. Alors rassurez-nous, vous avez quand même, tout n'est pas noir, vous avez quand même des beaux témoignages, de belles expériences. Oui, on a notamment
le maire de Salles, Jean Vogel, sa commune se trouve dans le massif des Vosges. Il est maire depuis 1995 et pendant ces 6 dernières années, chaque hiver, il a écrit ses mémoires d'élu. Il raconte ainsi comment il a fait évoluer son village, considéré comme une commune pauvre. Il a créé un marché de montagne qui fait maintenant la réputation de Salles. Il raconte aussi sa lutte contre le trafic des poids lourds dans l'école, ou encore la mise en place du premier parc éolien à cheval entre les Vosges et l'Alsace. Pour Axel Kahn, excusez-moi, qui a préfacé son livre, ce récit est la saga formidable d'une existence et d'une activité de maire rural. On ne peut donc que vous conseiller d'acheter ce livre qui s'appelle L'Appel de Salles, publié aux éditions de La Nuée Bleue. Très rapidement, pour finir, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots le profil de l'élu des Vosges? C'est quoi un maire des Vosges? Un maire des Vosges, à plus de 42%, il est retraité. À 84%, c'est un homme, et on peut même dire qu'il se prénomme majoritairement Michel, Christian ou Daniel. Forcément, il y a seulement 16% de femmes. La Benjamine, d'ailleurs, s'appelle Génie Villemain. Elle a 35 ans. Elle est maire de Martigny-les-Gerbonvaux et elle est également vice-présidente de l'Association des maires ruraux des Vosges. Son exemple montre qu'il est difficile de conjuguer à la fois son activité de maire et être également mère de famille ou chef d'entreprise. C'est là tout l'enjeu de l'évolution du statut de l'élu que doit évoquer aujourd'hui le Sénat pour une vraie rémunération et des garanties de reconversion à l'issue d'une vie faite d'engagement et de proximité. Merci beaucoup, merci Alexandre Popolewski-Mayor d'avoir été avec nous ce matin. Et bien sûr, toutes ces pages sur le statut de l'élu, elles sont à lire dans Vosges Matin. Merci d'avoir été avec nous. Françoise Gatel, on entendait le directeur de la rédaction de Vosges Matin nous parler de cette question des indemnités. Vous souhaitez les revaloriser, les indemnités des maires, notamment pour les communes de moins de 3500 habitants, mais on entend aussi les difficultés pour ces communes de budgéter des augmentations de budget pour les maires. Comment on fait? Alors absolument, votre question est juste, c'est comment on fait? Le gouvernement, dans son texte, prévoit de revaloriser des indemnités. Ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnité, puisque dans beaucoup de petites communes, le maire, il utilise sa voiture, c'est lui qui paye le plein d'essence, c'est son téléphone. Donc, c'est sur le budget de la commune. Voilà, donc l'indemnité est sur le budget de la commune, sauf pour les plus petites communes, où il y a une dotation élue locale qui est financée par l'État. Donc le gouvernement propose une revalorisation des indemnités des maires des plus petites communes. Je crois que c'est juste et c'est important. Et la question que nous posons, c'est, voilà, excellente idée, mais qui finance ? Et le fait que la proposition d'augmentation du gouvernement pour des maires de 0 à 3500 habitants tienne, c'est que dans les communes, ils aient la capacité à financer ça. Et comment, dans une petite commune, le maire va s'autoriser en quelque sorte une augmentation significative, puisqu'on peut passer de 500 € à 1600 €, quand son budget est enserré, il ne pourra pas refaire une route, il ne pourra pas réparer un poteau électrique. Ses concitoyens ne comprendront pas et auront l'impression que le maire se sert. Donc nous avons demandé au gouvernement qu'il y ait une prise en charge de ces revalorisations pour les plus petites communes. Ce sera fait pour les communes de 1000. Et nous pensons que s'il est juste de revaloriser les indemnités, il faut que ce soit réaliste et faisable. Donc au lieu d'avoir une seule augmentation pour les maires de 0 à 3500 habitants, nous proposons une revalorisation progressive par tranche, plus raisonnable, une revalorisation de 50% pour les maires des plus petites communes, parce que je pense, mais ce n'était pas l'intention du gouvernement, ça ne sert à rien de faire miroiter une revalorisation si elle culpabilise les élus et s'ils ne sont pas capables de la faire. Donc nous sommes plus réalistes. Un autre point, parce que les points sont nombreux, c'est consolider la place des communes dans l'intercommunalité. Ça aussi, c'est votre souhait. Est-ce que pour vous, cette intercommunalité, elle est responsable du malaise des maires ? Elle n'est pas responsable, mais c'est un élément parmi d'autres. L'intercommunalité est un fait, une nécessité et une valeur ajoutée. Aujourd'hui, une commune toute seule ne peut pas tout faire. Donc il faut se mettre ensemble pour coopérer et faire plus de choses. C'est le principe de subsidiarité. Sauf que, petit à petit, dans certains territoires, l'intercommunalité a été vécue comme une tutelle. C'est-à-dire il y avait cette structure, quelque part,
ailleurs, à l'extérieur de la commune, qui décidaient de choses qui venaient s'imposer aux élus municipaux qui n'avaient pas participé à la décision. Donc à un moment, les élus municipaux disent non, mais on arrête. Nous, on est à portée d'engueulade, comme dit le président du Sénat, on est considéré comme responsable de tout. C'est à nous qu'on demande des comptes, donc on doit être davantage associés aux décisions. Donc les propositions du gouvernement, qui reprennent beaucoup de nos propositions et de rapports, vont vraiment dans le bon sens. On remet le maire au cœur du village et au cœur du réacteur. Un dernier point, même s'ils sont nombreux, mais sur les modifications que vous avez apportées, c'est renforcer le pouvoir de police du maire. On imagine qu'après la mort du maire de Signes, pour vous, ça vous semblait essentiel. Alors, il y a eu cette enquête qui a été lancée par le président de la commission des lois après le décès tragique et aussi inimaginable du maire de Signes, à qui, je crois, nous allons beaucoup penser ces jours-ci, ainsi qu'à tous ceux qui ont été agressés. Plus de 3800 élus ont répondu pour expliquer qu'ils avaient été victimes d'agressions physiques, parfois violentes, on l'a vu dans le reportage, en tout cas de beaucoup d'incivilités, et qu'ils s'étaient sentis seuls, y compris quand leurs familles sont aussi victimes de ces agressions et de ces incivilités. Ils se sentent seuls, ils ne sont pas protégés, c'est-à-dire que c'est le maire en tant que personne qui doit rendre des comptes, alors que quand un policier est agressé ou un pompier, on ne va pas chercher la personne du pompier. C'est le pompier dans sa fonction et les services de secours et d'incendie qui sont responsables. Donc il y a cette protection des élus qui est mise en place et qui est salutaire. Parce qu'il faut protéger. Le maire n'est pas au-dessus des lois, mais il faut le protéger. Il doit être respecté parce que si on reste indifférent à ce qui passe petit à petit, c'est du renoncement aux valeurs de la République auxquelles on acquiesce. Dernier point, dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que vos demandes, vos modifications vont être facilement acceptées par le gouvernement ou est-ce qu'il va y avoir des tensions, des crispations pendant ce débat? Alors on va avoir un vrai débat. C'est-à-dire, je pense que globalement, vous voyez bien, ce sont un peu nos propositions. Moi, je salue les propositions du gouvernement et la volonté d'aboutir avant les élections pour que le prochain mandat soit plus paisible et plus positif que celui qu'on a vécu. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous voyez une organisation comme un jardin à la française, avec des choses auxquelles on ne touche pas, voilà. Soit nous proposons une sorte de jardin à l'anglaise, avec plus de souplesse au sein de l'intercommunalité, parce que les élus en ont besoin. Et sans doute que là, on aura un écart. Mais moi, j'invite le ministre à réfléchir à nos propositions, qui ne sont pas de la provocation, mais comme nous avons eu raison, je pense que là, nous avons eu raison, et que les propositions qui vont un pont plus loin sont justes et qu'elles ne doivent pas être sous-estimées si on veut réconcilier la République avec nos concitoyens et avec leurs maires. Eh bien, on suivra bien sûr l'examen de ce texte qui commence donc cet après-midi en séance, examen prévu pour durer 2 semaines. Françoise Gatel, on va passer à la revue de presse de votre département d'Ille-et-Vilaine. C'est avec Tam Trani. Tam, on commence avec un article de 20 minutes, article sur les manifestations des agriculteurs. Effectivement, la détresse des agriculteurs et ces manifestations qui ont lieu dans toute la France. En Ille-et-Vilaine, en l'occurrence, les agriculteurs vont mettre en place 6 barrages filtrants ce mardi. Vous voyez bien cette photo, elle date de 2016, mais c'est ce que l'on pourrait avoir aujourd'hui, ces fils de tracteurs en mode escargot sur les principaux axes routiers d'Ille-et-Vilaine. Cela se fait à l'appel du mot d'ordre de la FNSEA et également des jeunes agriculteurs, 2 syndicats d'agriculteurs qui disent France, veux-tu encore de tes paysans, et qui appellent donc à la mobilisation aujourd'hui. Notez encore que ces syndicats s'interrogent entre accords internationaux qui menacent notre modèle agricole et multiplication des contraintes réglementaires. Notre agriculture française est prise dans un étau tenu par l'État français. Ils font référence là aux accords internationaux de libre-échange comme le CETA, peut-être dans le futur le Mercosur, mais aussi la surtransposition des normes européennes en droit français qui crée des problèmes de distorsion de concurrence ou encore les mises en place de zones de non-traitement et toute la question du glyphosate. On va passer à un article de Ouest France, une de Ouest France, article sur les migrants à Rennes, autre sujet. Effectivement, les migrants à Rennes, un article de Ouest France qui est publié donc au lendemain du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Vous le voyez, la maire Nathalie Appéré, maire socialiste de Rennes, en appelle à l'État
l'État à l'approche de l'hiver pour pouvoir héberger ces migrants. Elle n'est pas la seule, puisque le quotidien du Grand Ouest se fait l'écho d'une tribune dans Libération avec 11 maires, parmi lesquels il y a aussi Grenoble, encore Paris, Nantes, qui appellent l'État au secours. Et notez ce qu'il est écrit dans cette tribune. Dans les campements de fortune qui se sont installés au cœur de nos villes, on compte chaque jour plus d'hommes, de femmes et d'enfants. Il n'est pas rare d'y voir des nourrissons et des familles entières en attente d'une solution. Ils demandent à être reçus par l'exécutif. Merci beaucoup, Tam. Françoise Gatel, sur cette question des migrants, la politique migratoire est au cœur des débats du Parlement cette semaine. Est-ce que les maires sont trop seuls pour gérer cette question? Alors moi, je partage l'ouverture de la réflexion sur l'immigration. C'est un vrai sujet sur lequel, pendant longtemps, encore une fois, la pensée politiquement correcte nous interdisait d'émettre des questions ou d'y réfléchir. Donc c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des situations humanitaires absolument insupportables dans notre pays et qu'en même temps, nos concitoyens cultivent un sentiment d'incompréhension, de peur, voire de rejet. Donc il faut qu'on soit tous responsables. Donc c'est bien que le président ait ouvert ce débat et qu'il ait lieu au Parlement? Absolument. Moi je pense qu'il faut avoir le courage d'affronter les questions et d'en parler très paisiblement. On ne peut pas nier les faits. Alors il y a un volet dont il faut qu'on parle, c'est aussi l'aide au développement. C'est-à-dire on ne peut pas laisser ces pays se vider parfois de leur potentiel d'intellectuels ou d'entrepreneurs. Et qu'en même temps, je pense que la réalité sur la migration, elle recouvre plusieurs aspects. Et on parle de la situation à Rennes. Donc il y a la détresse de ces mineurs non accompagnés, mais en même temps, et moi je le dis très paisiblement et très calmement, mais chacun doit être responsable. En Ille-et-Vilaine, c'est un département où l'émigration de Géorgiens est extrêmement forte et que la population de Géorgiens est la population la plus forte et majoritaire parmi les migrants. Est-ce que les Géorgiens qui viennent chez nous très souvent migrants venus de pays sûrs, pour du tourisme médical, moi je le dis, est-ce que ces Géorgiens, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, est-ce qu'ils correspondent à notre capacité d'accueillir? Soyons tous responsables. Merci beaucoup Françoise Gatel. On suivra ce débat sur la politique migratoire qui a lieu demain au Sénat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement. Nous parlerons de l'actualité avec ce débat sur la politique migratoire, mais aussi de ces dossiers, la question du logement social et de la rénovation énergétique des bâtiments. Mais d'abord, regardez un extrait d'Allons plus loin. C'était hier soir. Rebecca Fitoussi recevait Christian Cambon. C'est le président de la délégation parlementaire au renseignement. Il auditionne ce matin Christophe Castaner sur les suites et les questions qui se posent après l'attaque au couteau de la préfecture de police de Paris. On regarde. Si c'est confidentiel, c'est la raison d'être de la délégation. Parce que comme on touche des matières fissiles, des matières qui touchent directement la sécurité nationale, si je convoquais le directeur des services secrets extérieurs et que je lui dise après votre audition, j'irai faire une conférence de presse pour raconter ce que vous m'avez dit, je pense qu'il ne me dirait pas grand-chose. Et donc c'est justement parce qu'il y a la confidentialité que nous attendons de l'audition du ministre demain qu'il apporte des éléments de réponse. Sûrement, il ne les aura pas tous, mais en tous les cas, des éléments de réponse, j'allais dire carte sur table, avec franchise et dans la volonté de faire avancer les choses. Encore une fois, nous sommes dans une préoccupation technique. Moi, je ne suis pas là pour remettre en cause. Il y a un temps pour ça. Ce n'est pas celui de demain matin. Celui de demain matin, c'est de voir avec lui, à la suite des blocs de questions que nous avons à lui poser sur des sujets très précis, ce qui n'a pas fonctionné, et puis, le cas échéant, de faire des préconisations. Alors, c'est vrai qu'on se plaint, comme traditionnellement, c'est tout à fait normal, on aurait bien des effectifs supplémentaires. D'un autre côté, il faut bien voir que plus vous partagez le secret avec des gens, moins le secret risque de rester secret. Donc, il faut être aussi très attentif à cette dimension. Et les députés et les sénateurs, en tant que rapporteurs d'un certain nombre de sujets, font eux-mêmes un très gros travail. Et donc, c'est une délégation qui a toute sa raison d'être, surtout en identifiant bien et en allant dans le détail chercher ce qui ne va pas. On peut parler du secteur, on va parler des habilitations.
et notamment du renouvellement de l'habilitation. Comment renouvelle-t-on l'habilitation? Est-ce que l'enquête qui la précède est aussi fondée et aussi profonde que la première? Et j'ai comme ça un certain nombre de thèmes que je peux donner, car je peux donner les questions, mais demain je ne pourrai pas apporter donner les réponses. Notre invité politique ce matin, c'est Julien Denormandie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre chargé de la ville et du logement. Merci d'être avec nous ce matin. Merci vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du quotidien Ouest France. On va commencer, Julien Denormandie, avec cette audition de Christophe Castaner ce matin au Sénat à huis clos. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, audition publique. Il doit s'expliquer, le ministre, il a failli. Non, je crois qu'on doit pouvoir faire toute la transparence sur ce qui s'est passé, comprendre où ont été les failles. Et à ce titre, c'est important que cette audition puisse participer à cet édifice d'identification des failles. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne peut comprendre qu'aujourd'hui, au sein de la préfecture de police, des personnes puissent se radicaliser sans que pour autant le signalement, la détection n'ait pu être totalement opérationnel. Donc il faut comprendre, il faut évidemment corriger et il faut prévenir pour qu'un tel drame ne puisse se reproduire. Et donc à ce titre, je crois que c'est important l'ensemble des démarches, les inspections, l'enquête également, mais également les auditions. Alors il faut comprendre, vous dites, mais est-ce que vous comprenez que certaines voix réclament sa démission ? Non, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas parce que je pense que c'est pour le coup vraiment de la petite politique que de faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, le débat il est tout entier tourné vers l'identification, la prévention, les actes de correction qui doivent être apportés pour faire en sorte, encore une fois, qu'un tel drame ne puisse se reproduire. Mais le Premier ministre l'a dit, le Président et le Premier ministre ont toute leur confiance en Christophe Castaner. Et je crois que certains opposants politiques font pour le coup vraiment de la petite politique en s'attaquant au ministre de l'Intérieur, en sa personne, et non pas en se concentrant sur ce qui aujourd'hui a conduit à pouvoir avoir un tel drame et donc tous les éléments de prévention qu'il nous faut porter. Moi, je suis, et tout le gouvernement tout entier tourné vers la protection des Français. Personne ne peut accepter que de telles situations se passent. Et donc toute notre énergie, elle est mise, et toute l'énergie du ministre de l'Intérieur, elle est mise pour pouvoir faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent pas. Mais vous comprenez le sentiment d'incompréhension des Français devant un tel drame? On se dit comment il n'a pas pu être repéré alors qu'il y avait des signaux. Bien sûr, et surtout que ça fait au final des années, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui comprendre comment un tel cas peut parvenir. Mais évidemment, dans votre question même, on voit bien que le sujet n'est pas la question du ministre de l'Intérieur en tant que personne, mais la question du drame tel qu'il s'est déroulé avec une personne qui manifestement s'est radicalisée peut-être une certaine naïveté de l'État aussi, depuis des années. Face à des gens qui sont dans des services publics à l'intérieur du système. Je ne crois pas qu'on puisse parler de naïveté. Par contre, il y a très certainement des failles ici ou là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on ait pu avoir un tel drame et qu'une telle personne ait pu sévir au sein même de la préfecture de police en se radicalisant petit à petit avec parfois des signalements mais qui manifestement n'ont pas été suivis d'effet. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre, qu'il faut améliorer. Encore une fois, avec un seul souci, c'est la protection des Français. Alors, dans ces missions de contrôle, le Parlement va pouvoir écouter le ministre de l'Intérieur, la délégation parlementaire au renseignement, ce matin au Sénat, cet après-midi à l'Assemblée. Sauf que comme on touche au secret défense, ça va être à huis clos. Et finalement, même s'il y a des mesures de correction à prendre, on ne saura pas tout. Tout ne va pas filtrer, tout ne sera pas rendu public. Vous savez, il y a ces commissions, et puis, mais je crois que tout le monde peut comprendre le caractère de confidentialité ou de secret défense ici ou là. Il y aura en plus des enquêtes administratives et il y a en plus une enquête de justice. Donc toute la lumière, toute la transparence sera faite sur les dysfonctionnements. Exactement, toute la transparence. Et je crois que cette transparence, elle est évidemment nécessaire parce que, encore une fois, ça n'est pas un sujet qui concerne quelques personnes ici ou là, c'est un sujet qui concerne la sécurité des Français. Donc à ce titre, évidemment, toute la transparence sera faite, expliquée et les mesures devant être prises seront prises. Je n'ai
n'ai aucun doute là-dessus, aucun doute. Après que certains pans du dossier relèvent du confidentiel défense ou du secret défense, ça aussi, je crois que chacun peut le comprendre. Autre sujet, le débat sur la politique migratoire. Il avait lieu hier à l'Assemblée nationale, il aura lieu demain au Sénat. Est-ce que vous entendez l'opposition, et notamment les Républicains, qui disent les discours c'est bien, mais il faut des actes? Oui, moi je crois que ce débat il était très utile. Vous l'avez suivi? Est-ce que vous avez suivi les 5 heures de débat? Ça a duré 5 heures. 27 orateurs, 3 ministres, 5 heures. Il s'avère que j'ai dû suivre 1h30 ou 2 heures, pas les 5 heures. Mais enfin, je me suis renseigné. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous pensez que c'est un débat vraiment utile? Oui, je pense. Dans sa forme? Dans sa forme, peut-être qu'ici ou là, la forme peut être améliorée. 5 minutes ou à 10 minutes par orateur. Oui, après, ça, c'est les institutions qui fonctionnent. Vous aviez le sentiment que les députés s'écoutaient les uns les autres? C'est les institutions qui fonctionnent comme cela. Est-ce que dans la forme de tels débats peuvent être améliorés? Peut-être. Après, sur le fond, moi j'ai trouvé qu'il y avait des points mis en avant par les orateurs qui étaient extrêmement importants et utiles. Chacun a pu donner sa vision. Et je crois que ces visions... Ça a quand même donné l'occasion à Marine Le Pen d'une charge quand même assez violente dans l'hémicycle. Oui, mais vous savez, ça a donné surtout l'occasion à beaucoup d'autres qu'au Rassemblement national de s'exprimer sur ce sujet. Alors notamment Guillaume Larrivé, est-ce que vous avez été surpris par les propos de Guillaume Larrivé, si vous les avez vus ou si vous les avez lus après coup, un certain nombre de demandes qu'il a faites qui étaient quand même très fortes aussi, qui étaient un peu étonnantes sur la suppression du droit du sol, des choses comme ça, ou la remise en cause, par exemple, des conventions européennes des droits de l'homme. En fait, vous avez moi je trouve que ce débat, il a montré plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez des positionnements politiques qui sont très clairs. Et je crois que c'est une des grandes vertus de ce débat que d'avoir pu montrer les positionnements politiques des uns et des autres. Vous avez d'un côté le Rassemblement national qui est dans le rejet. Tout simplement dans le rejet, mais qui vit aussi de cela, de la peur qu'ils font eux-mêmes nourrir au sein des Français s'agissant de l'immigration. Vous avez toute une partie de la droite qui se dit droite républicaine qui aujourd'hui n'est entrée que dans une course-poursuite avec le Rassemblement national sur ce sujet. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ce qui vous est apparu hier? C'est ce qui m'est apparu hier à plusieurs titres. Et la gauche, le fait que la gauche dise tout ça c'est un faux débat. Et puis de l'autre côté, exactement, c'est là où j'allais en venir. De l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui en font presque un sujet tabou. Ce qui serait une folie quand précisément vous avez les extrêmes qui en font un totem, qui en font leur fonds de commerce, qui en font une politique de rejet. Moi, je n'oublie pas qu'il y a 15 jours, vous aviez une convention des droites, mais qui est ni plus ni moins que de l'extrême droite, où était invité à leur plateau une personne qui est Éric Zemmour, qui prêchait une théorie du grand remplacement, qui est une théorie meurtrière. Meurtrière pour la République, infiniment, parce que fondée uniquement dans le rejet de l'autre, mais meurtrière aussi dans les faits. Regardez ce qui s'était passé à Christchurch en Nouvelle-Zélande, avec un tueur de masse qui se revendiquait de cette théorie du grand remplacement. Et donc la folie, ce serait quoi? Ce serait d'un côté de laisser ceux qui en font un sujet tabou ne pas en parler, et de l'autre côté, de laisser ceux qui en font un totem s'accaparer cette question de l'immigration. Parce qu'à la fin des fins, moi je veux que ce soit des humanistes de partis liés à la République qui gèrent ces questions migratoires, mais jamais des politiques d'extrême, où on a encore vu qu'ils ne sont pas dans un projet, qui sont dans un rejet de l'autre. Et dans une société qui parfois est si fragmentée, pour lequel le sujet de la cohésion de la nation est si importante. Mais notre responsabilité, celle de tout le gouvernement, celle du président de la République, c'est précisément de porter le débat, de dire qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir une politique migratoire qui associe beaucoup d'humanité, mais aussi de la fermeté. C'est, par exemple, comme ça qu'on est sûr que le droit d'asile ne sera jamais dévoyé. Donc ce débat, il est essentiel pour montrer justement les positions politiques des uns et des autres. Vous nous avez dit que vous avez entendu des propositions intéressantes hier lors des débats à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des propositions de l'opposition que vous avez entendues et que vous pourriez reprendre, qui vous paraissent bien? Aujourd'hui, il y a 6 thèmes mis en avant par le Premier ministre, et parmi ces 6 thèmes qui vont de l'aide publique au développement jusqu'à l'amélioration au niveau européen. On sait que c'est un vrai sujet. L'amélioration de l'espace Schengen. L'espace Schengen, plusieurs députés mettant en avant également la question des Dublinés, ce fameux accord de Dublin. Il y a la question de l'accueil, la question de l'intégration. Là aussi, plusieurs députés de tous bords ont fait des propositions. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que les positionnements politiques ont été très clairs hier. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et ensuite, des propositions ont été émises
par les uns et par les autres. Et le Premier ministre a dit, moi, à minima, j'ai 6 grands axes sur lesquels je souhaite qu'on puisse discuter, qui feront l'objet ensuite de décisions, des décisions soit dans des textes déjà existants, soit ou plutôt en cours de discussion, soit pas dans des textes législatifs, parce que relevant de la mise en œuvre de circulaires ou de textes réglementaires. Et donc, c'est très important en ce sens. Donc, encore une fois, pour moi, ce débat hier, il était vraiment important et j'espère qu'il a pu éclairer les uns et les autres, même si dans la forme, peut-être qu'il y a des débats plus dynamiques avec des questions-réponses plutôt que des prises de parole à des tribunes. Mais ça, ce sont nos institutions qui les organisent. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Autre sujet, la loi sur le statut de l'élu. Elle arrive cet après-midi en séance au Sénat. C'est une loi qui est largement inspirée des travaux du Sénat, travaux faits depuis plusieurs mois. Et pourtant, le gouvernement ne s'en empare que maintenant, à 6 mois des municipales. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme ? Il s'avère que moi, j'ai une particularité, c'est que j'appartiens au même ministère que Sébastien Lecornu. Ce ministre et cet ami qui, je crois, ne prépare pas cette loi depuis 6 mois, mais prépare cette loi depuis beaucoup plus longtemps que 6 mois. L'a fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de concertation, avec les sénateurs, avec les députés, avec les élus locaux. Surtout. Donc ça fait des mois et des mois qu'il y travaille. D'ailleurs, je crois que le contenu de la loi montre que ça n'est pas du tout un travail improvisé, que c'est un travail de longue haleine, un travail qui a fait l'objet de beaucoup de concertations en amont. Et par ailleurs, le contexte a fait que la lumière a été mise sur cette question, et notamment sur ce projet de loi, plus récemment. Mais cette lumière qui a été mise suite à des événements tragiques, notamment ayant eu lieu cet été, cette lumière qui a été mise que récemment sur ce texte ne doit surtout pas laisser penser au fait que ce texte serait un texte qui débarque aujourd'hui, sorti d'un tiroir du ministre Lecornu. Non, le ministre Lecornu, je peux vous dire que ça fait des mois et des mois qu'il travaille sur ce sujet. Ça fait 1 an qu'il a été nommé ministre des collectivités et au premier jour, lorsqu'il a été nommé, il m'avait déjà parlé de ce projet de loi. Donc, c'est absolument pas de l'opportunisme. Au contraire, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Je crois que c'est comme ça qu'on avance. Alors, la loi s'appelle Engagement et proximité. L'objectif de cette loi, c'est de permettre ou c'est d'inciter un certain nombre de citoyens à s'engager dans la vie publique, notamment au niveau municipal. Les points clés, c'est quoi ? La rémunération des élus, leur protection juridique, exactement, leur niveau d'information au sein des intercos, le fait de leur donner les moyens de participer beaucoup plus à la vie publique. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut servir de levier dès les prochaines municipales et créer des vocations pour les prochaines municipales ? Je l'espère parce que déjà, ça ne va pas être un peu court ? En tout cas, c'est un message qui est envoyé. C'est un message très clair qui dit la République, de manière générale, si le texte est voté, et puis le gouvernement de manière particulière, témoigne... Vous pensez qu'il sera voté quand ? Là, le Sénat, c'est tout de suite, mais l'Assemblée, c'est dans la foulée. Je pourrais pas, j'ai pas les dates précises, mais je crois que l'objectif du ministre Lecornu, c'est vraiment de le faire adopter avant les municipales, en tout cas le plus rapidement possible. Après, je n'ai pas les dates précises en tête. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet de loi, il envoie un signal. Il envoie un signal de considération, un témoignage de considération vis-à-vis des maires, mais vis-à-vis des 500 000 élus locaux. Parce que dans notre pays, il y a 500 000 élus locaux qui font parfois un don de soi pour pouvoir justement aider leurs compatriotes. Et puis deuxièmement, il vise à apporter des réponses très précises, vous l'avez dit, sur le statut, sur l'accompagnement juridique, sur l'accompagnement des frais de garde, sur la question des rémunérations. Et puis troisième élément essentiel à mes yeux, il vise aussi à mettre plus de proximité. Parce que trop souvent, on a toujours imaginé le tout en grand, le tout XXL. Donc on allait toujours vers les grandes intercommunalités, la plus grande région, la plus grande interco. Et parfois, on a oublié que ce qui marchait le mieux dans notre société, marchait le mieux dans notre vie, c'était cette proximité. Ce dont on a besoin, c'est beaucoup de proximité, d'accompagnement. Et donc ce projet de loi, il remet aussi cette notion de proximité au centre de la vie institutionnelle locale, et je crois que c'est une belle avancée. Allez, on va passer à vos dossiers, Julien Denormandie, à commencer par la rénovation énergétique des bâtiments. Le bâtiment, c'est 45% des consommations d'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Vous souhaitez lutter contre les passoires thermiques, et pourtant, dans la loi énergie-climat, qui a été votée il n'y a pas si longtemps, vous n'avez pas souhaité voter de mesures coercitives. Pourquoi ? Parce que vous avez alors déjà un fléau, vous l'avez dit, le bâtiment, c'est beaucoup de gaz à effet de serre, mais c'est surtout quelque chose qui est une triple injustice. Une injustice économique, parce que vous chauffez et dépensez de l'argent pour chauffer de l'air qui ensuite part dans l'atmosphère. Une injustice
écologique, évidemment, et puis une injustice sociale, parce que très souvent, ce sont les plus modestes qui payent les factures les plus élevées. Ce que vous avez coutume d'appeler la double peine. C'est ça, mais je dis même la triple peine, parce que je rajoute économique, sociale et environnementale. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui était effectivement de tout interdire tout de suite. La difficulté, elle est laquelle? La difficulté, c'est que dans le parc de logement aujourd'hui, actuel, une personne sur deux qui vit dans le parc de logement locatif, une sur deux vit dans une passoire thermique. Et donc, soit vous mettiez du coercitif, soit vous mettiez, non pas ce coercitif, mais qui par exemple était une interdiction de location, mais vous mettiez en place un volet qu'on a mis dans la loi qui d'un côté incite et ensuite oblige. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et 2023, on va inciter comme jamais tous les propriétaires à faire les travaux dans leur logement. Et à partir de 2023, on va dire, maintenant, entre 2023 et 2028, vous avez l'obligation de faire les travaux. Et vous ne serez pas pris à défaut, puisqu'on vous a dès maintenant expliqué quel allait être ce chemin qu'on vous demande de faire. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez emporter les gens vers cette transition écologique, si vous voulez les accompagner, moi je crois profondément que ça se fait par justement ces mesures d'incitation. Mais avec cette vision claire en disant, si à la phase de l'incitation vous ne l'avez pas fait, on vous dit qu'il y a les obligations, et à toute obligation, il y a évidemment des sanctions. C'est ça le sens de la loi qu'on a passée. Pour vous, c'est la bonne méthode pour atteindre l'objectif de 500 000 rénovations de passoires thermiques par an? Parce qu'il faut quand même expliquer qu'on n'y est pas. On est à 360. 360. Donc vous pensez que c'est le bon levier pour arriver aux 500, voire dépasser cet objectif dans un délai court, par exemple dès l'année prochaine? Pour moi, il y a d'ici 2023. Pour moi, le sujet, et les personnes qui le présentent ainsi ont raison, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. On sait par exemple que faire les travaux chez ce qu'on appelle les propriétaires bailleurs ou dans les grandes copropriétés, c'est extrêmement compliqué. Mais pour moi, face à ce sujet compliqué, il faut avancer les idées simples, si je puis me permettre. Pourquoi? Parce que en fait, la clé, elle est assez simple. Il y a deux enjeux fondamentaux. Il faut mieux accompagner et il faut diminuer le reste à charge. Mieux accompagner, diminuer le reste à charge. C'est ça la clé du succès. Alors, c'est exactement comme ça qu'on avance au sein du gouvernement avec mes collègues Elisabeth Borne et Emmanuel Vargon. Mieux accompagner, on a décidé de mettre 200 millions d'euros pour structurer territoire après territoire un meilleur accompagnement. Donc, en vous appuyant sur les collectivités locales. En s'appuyant sur les collectivités. Les régions. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. On a un système qui est devenu complètement dingue. Aujourd'hui, moi je le constate tous les jours, vous avez parfois des retraités modestes à qui on demande de faire 5, 6, 7 dossiers de demande de soutien. Parce que personne n'a réussi à simplifier cet accompagnement. Donc la complexité, ça doit être pour nous. La simplicité, ça doit être pour les Français. Et donc ça, premier axe, première jambe, on améliore l'accompagnement. 200 millions d'euros qu'on met en œuvre. Et on a entrepris avec ma collègue Emmanuel Vargon un tour de France de toutes les régions pour faire en sorte justement que territoire après territoire, on structure cet accompagnement. Et deuxième élément, il faut diminuer le reste à charge. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de ménages, notamment les modestes et les plus modestes, qui ne font pas les travaux du fait d'un reste à charge trop élevé. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on transforme le crédit d'impôt en une prime pour faire en sorte que l'argent de l'État, les subventions, soient versées dès maintenant et pas dans un an et demi. Là aussi, c'était juste de la sur folie. La thématique de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des arnaques à la rénovation thermique? Est-ce que vous faites avec Bercy ou ce que vous avez l'intention de faire avec Bercy pour mettre fin au démarchage abusif, etc. Les arnaques qui sont en hausse de 20%. Exactement. Pour moi, c'est un enjeu clé. La rénovation énergétique, j'en ai fait un marqueur très fort de ce second temps du quinquennat au sein de mon ministère. Mais il faut la prendre de bout en bout. Et notamment aujourd'hui, on voit qu'il y a des fraudes. Et de plus en plus de fraudes, vous avez raison. Alors face à ces fraudes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer ce qu'on appelle les agréments. Il y a toute une politique qui s'appelle la politique RGE qui renforce les agréments. C'est ce que nous sommes en train de faire avec mes collègues de Bercy notamment. Il faut faire en sorte qu'une transparence totale soit donnée aux consommateurs. Là-dessus, à l'utilisateur. Et puis, au-delà des fraudes, il y a un troisième sujet sur lequel moi j'ai vraiment voulu que le gouvernement mette le paquet, c'est le démarchage abusif. Mais là, sur ce point, vous allez sévir. On va sévir pour faire. C'est pas que de l'incitatif, là, pour le coup. C'est pas que de l'incitatif. Là, pour le coup, c'est complètement du coercitif. On ne doit plus avoir dans notre pays des personnes
qui sont appelés 6 fois, 7 fois, 8 fois par jour. Alors en plus, souvent sur des téléphones fixes, âgées, souvent des personnes âgées qui doivent se déplacer 6, 7 ou 8 fois par jour. Parce que derrière, vous avez des personnes qui sont souvent des charlatans, qui vous disent « Ah ben moi, je peux vous faire un truc à 1 euro, etc. » Il faut savoir, par exemple, que l'État ne démarche jamais par téléphone pour de tels projets de rénovation énergétique. Donc si quelqu'un est appelé en se faisant passer, son interlocuteur se fait passer pour l'État, ça n'est pas possible. On ne démarche pas par téléphone sur de la rénovation énergétique. Et donc là, on va prendre des mesures très forte pour lutter contre ce démarchage abusif avec mes collègues de Bercy notamment. Autre sujet combien important, le mal logement. La Fondation Abbé Pierre rend aujourd'hui son rapport. Tous les voyants sont au rouge en région parisienne en matière de logement, dit ce rapport. 4 millions de personnes mal logées en France, 1,2 million en Ile-de-France. Et la Fondation Abbé Pierre dit la mobilisation politique n'est pas à la hauteur des dégâts que provoque le mal logement. Qu'est-ce que vous dites ? Je crois qu'il y a une très forte mobilisation politique et j'échange de manière plus que régulière avec la Fondation Abbé Pierre. Vous savez, on a des combats en commun très forts. Je pense au logement d'abord, notamment le logement, cette politique du logement d'abord que souligne la Fondation Abbé Pierre, qu'on a construite avec eux. Mais je pense aussi à la lutte contre les marchands de sommeil, contre l'habitat insalubre, sur lequel on a là aussi énormément avancé, énormément travaillé. Alors face à ce mal logement, il fallait changer des choses, changer la loi notamment. C'est ce qu'on a fait avec la loi Elan. Pour preuve, vous savez, il y a les marchands de sommeil maintenant qui commencent à se faire taper aussi fort que je le souhaitais par les tribunaux suite à ce que la loi Elan a permis. Et c'est très très bien ainsi. Il faut que l'impunité, elle change de camp. Il faut que ces marchands de sommeil, ils soient considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des véritables trafiquants de misère. Et donc, on commence à avoir des victoires, mais la guerre, elle est encore longue face à ces criminels que sont... par exemple, les marchands de sommeil. Et puis, dernier point, il faut construire plus, construire davantage dans certains territoires, y compris, évidemment, des logements sociaux. Julien de Normandie, dans cette émission, les téléspectateurs peuvent vous poser des questions. Et la question qu'ils ont choisi de vous poser, elle concerne le logement social. On va la regarder. C'est une question sur Twitter de Hippo134. Serait-il possible de mieux prendre en compte les demandes de permutation ? C'est un de mes grands combats. Pour moi, c'est essentiel et je remercie cette personne de poser la question. D'ailleurs, en fait, dans le logement social, il y a la construction, en construire plus, c'est ce qu'on est en train de faire. Et moi, je ne lâcherai rien. On a déposé, par exemple, un recours sur le cas de Neuilly, dont vous avez sûrement entendu parler, où la justice avait donné raison à la collectivité pour ne pas appliquer le quota SRU. Et moi, j'ai déposé un recours pour que le quota SRU puisse être appliqué. Il faut construire plus de logements sociaux. Mais il y a un deuxième sujet qui est qu'aujourd'hui, quand on vous donne un logement social, on vous le donne pour toute votre vie. Toute votre vie. Sauf si vos revenus augmentent, etc. Mais jamais on ne se pose la question de faire de la mutation au sein du parc social. Peut-être, par exemple, que lorsque vos enfants ont quitté votre foyer familial, eh ben, vous pourriez avoir un logement plus petit, avec un loyer moins cher. Ce serait de bonnes politiques. Et donc, par la loi, j'ai fait en sorte que tous les 3 ans, l'organisme qui attribue les logements, désormais, revoit la situation des locataires pour se demander, ne peut-on pas permettre d'avoir un logement qui soit de plus petite taille, avec un loyer plus bas, et donc répondant mieux aux aspirations des personnes y vivant. Par là même, ça permet de faire plus de mouvements au sein du parc social et donc de prendre en compte les mutations qu'évoque la personne qui pose la question. Sans transition, une dernière question sur un tout autre sujet. Est-ce que vous ferez partie des ministres qui seront candidats au municipal? Et si oui, où? Je ne serai pas tête de liste. Je me pose la question. Vous serez sur une liste? Je n'ai pas encore arrêté mon choix. Je le ferai d'ici la fin de l'année pour plusieurs raisons. Alors, si vous choisissez de l'être, ce serait dans quel coin? Je ne prendrai ma décision d'ici la fin de l'année. Je ne l'ai pas encore prise. Vous reviendrez nous en parler, on l'espère, Julien de Normandie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane Vernet. Demain, à votre place, Julien de Normandie, ça sera Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Et c'est maintenant l'heure du Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des territoires. Le
Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de la politique migratoire, puisqu'un débat a lieu cette semaine au Parlement, hier à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. Et puis nous parlerons bien sûr des nombreuses questions soulevées par l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner est auditionné ce matin au Sénat par la délégation parlementaire au renseignement. Ce sera à huis clos, mais il sera auditionné publiquement cet après-midi à l'Assemblée nationale. On parle de tout ça, mais d'abord c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et cette semaine, nous sommes à Rennes pour parler de la rentrée universitaire. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous nous intéressons au coût de la vie étudiante. Pas toujours facile à assumer, mais vous allez le voir avec Béatrice Finzan et Michael Spitzberg. Des associations et même la ville aident à trouver des solutions. On regarde. Nous sommes sur le campus de l'université Rennes 2. Ici, à côté de moi, ces étudiants attendent l'ouverture de l'épicerie gratuite. L'épicerie gratuite a été ouverte il y a 6 mois par des étudiants de l'université. L'objectif, récupérer les aliments invendus des supermarchés pour les distribuer aux étudiants qui n'arrivent pas toujours à remplir leur frigo. Tout part en une soirée. En fait, on adapte ce que les étudiants peuvent prendre en fonction de ce qu'on a, quoi. Donc si on a, il y a à peu près 200 personnes qui viennent, si on a 200 yaourts, c'est un yaourt par personne, quoi. Si on en a 600, c'est plus. Du coup, je te laisse regarder. Du coup, là, tu vas avoir salade et tout ça. Donc, par exemple, tu as aussi des flamme-cuches en bas et tout ça, donc tu peux, tu peux en prendre une du coup. J'aime bien. T'as de la chance aujourd'hui, il y en a pas mal. S'il n'y avait pas l'épicerie gratuite, je pense en fait que je serais obligé d'un peu d'interrompre mes études et d'essayer de trouver un boulot, parce que j'ai la même chose, je pourrais pas tellement demander à mes parents parce qu'ils ont du mal déjà. Ils ont du mal déjà eux parfois à joindre un peu les deux bouts. Donc du coup si en plus je leur demandais de l'aide, ça serait difficile vraiment pour eux. Du coup je pense que s'il n'y avait pas l'épicerie gratuite, je serais obligé en fait, d'interrompre mes études et de travailler. Il y a vraiment des gens pour qui ça sert. Enfin, des fois on a des échos en disant nous on ouvre à 18h et les gens disent c'est la première fois que je mange de la journée, quoi. Donc forcément on ne peut pas étudier correctement le ventre vide comme ça, quoi. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont des emplois du temps hyper chargés entre les études, le travail. Et c'est pas parce qu'ils travaillent que... Enfin, il y a plein d'étudiants qui viennent à l'épicerie qui ont un emploi à côté. Et même ça suffit pas en fait pour payer le logement, toutes les dépenses, quoi. Et ils sont nombreux. En France, un quart travaillent en parallèle de leurs études. Nous avons justement rencontré Étienne, qui est étudiant en licence d'économie et gestion et qui travaille 6 jours par semaine. Étienne, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez besoin de travailler ? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais la principale, c'est payer mon loyer, manger décemment et pouvoir sortir, tout simplement. Pour faire des études longues, il faut une source de revenus et le travail, des fois, empêche l'étudiant de réussir ses études, en fait. Donc, c'est vraiment dur. Moi, j'ai de la chance parce que mes parents m'aident et que, je sais pas, je suis quelqu'un d'assez hyperactif de manière générale, mais quand il n'y a pas les parents derrière, c'est quasi impossible, quoi. Nous l'avons vu, être étudiant en 2019 rime encore avec débrouille. Selon une étude récente de l'UNEF, le budget moyen mensuel d'un étudiant serait de 837 €, dont 70% est consacré au logement. Voilà pour ce reportage à Rennes et ce sera bien sûr à suivre toute la semaine à 7h06 dans Bonjour chez vous. On va commencer le débat du club. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un club chargé au vu de l'actualité. On va commencer par l'immigration. Débat sur la politique migratoire. Il se tenait hier à l'Assemblée nationale. Il aura lieu demain au Sénat. On va écouter ce qu'a dit Édouard Philippe aux députés hier et vous allez le voir, 2 réactions de l'opposition également. Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas. Il nous faut donc regarder sujet par sujet. On sait depuis longtemps que les quotas ne peuvent pas s'appliquer à l'asile ni à l'immigration familiale. Pour autant, celle-ci ne saurait échapper à toute maîtrise. Il faut lutter contre les abus et les fraudes et resserrer les critères là où cela s'impose.
Que le gouvernement, en soi lui-même, a parlé de submersion, Gérard Collomb, de shopping de l'asile, des oiseaux, d'Eldorado social, Christophe Castaner, que le président de la République lui-même ait finalement admis l'idée que nous ne regardions pas les choses en face jusqu'ici, tout cela ne me semble pas convenir à un débat apaisé. Je suis surpris que ce débat arrive maintenant, à la veille des municipales. Peut-être que voilà, M. Macron veut déjà préparer le combat des élections présidentielles, cherche peut-être à déstabiliser les Républicains dans cette affaire à la veille des élections municipales. Nathalie Morey, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours d'Édouard Philippe? Est-ce qu'il a réussi à trouver la bonne ligne finalement? Pour reprendre du début, honnêtement, je pense qu'il y a eu un gros problème hier, si vous voulez, parce qu'on parle d'un débat sur l'immigration. Or, il n'y a pas de problème d'immigration en France. En France, il y a moins d'étrangers qui vivent en France qu'il n'y en a au Royaume-Uni et en Allemagne. En France, il n'y a pas de problème d'immigration, il y a un problème de communautarisme, c'est difficile à dire le matin, dans certains quartiers. Et il y a un problème du droit d'asile qui est dévoyé. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas l'immigration. Donc quand on voit que la conférence de presse de Marine Le Pen a tout de suite changé de nature le débat sur l'immigration, on peut se dire, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un débat sur l'immigration où il y avait 3 députés et demi? Juste un seul chiffre, et j'en terminerai par là. En 2018, il y a eu 33 000 migrants qui sont rentrés sur le territoire français, qui ont obtenu la naturalisation. On parle de 33 000 personnes. Si on parle de quotas, ça va être difficile de faire moins. Donc j'ai presque l'intention de dire tout ça pour ça. Parler de l'immigration, oui, mais j'ai pas l'impression qu'on en a parlé hier, et je trouve que c'est un peu un regret en ce qui me concerne. Vous êtes d'accord, Yves? Non, je suis en désaccord total. Je pense qu'il y a un problème de l'immigration, et le problème, il est évident. Il y a évidemment des problèmes d'intégration. Ça, c'est le premier des problèmes. Et souvent, cette intégration, c'est pas d'ailleurs des immigrés de fraîche date, c'est les générations qui suivent et les enfants d'immigrés ou les petits-enfants d'immigrés. Et là, on voit bien qu'il y a un problème d'intégration majeur. Christophe Castaner a dit qui est hier, vrai. la France a loupé ces dernières années Oui, l'intégration. mais la France d'ailleurs, mais comme tous les pays, parce que quel que soit le modèle d'intégration, qu'il soit ouvert ou qu'il soit fermé, on voit très bien que le modèle d'intégration, partout, il a échoué. Vous avez raison, compris aux États-Unis. mais vous parlez d'intégration et pas d'immigration. Alors sur l'immigration, il y a un problème aussi, évidemment, parce que vous le voyez bien, il y a un nombre de demandeurs d'asile qui ne cesse d'augmenter. On est aujourd'hui, grosso modo, à 140 000. On était 2 fois moins en 2015. Et sur le nombre de tous ces demandeurs d'asile, il n'y en a qu'à peu près, même pas un tiers qui sont effectivement éligibles à l'asile. Tous les autres, ou rejetés, ou déboutés. Tous les autres, eh bien, sont déboutés et restent, pour la plupart d'entre eux, sur le territoire français. Donc il y a un problème. Or, qu'est-ce qu'on voit aussi parmi les demandeurs d'asile? La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui viennent de pays dits sûrs. Je les connais bien, moi je vais souvent, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, en Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire que quand on est au Sénégal, quand on est en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, eh bien, il n'y a pas une famille qui n'envoie pas un de ses enfants dans l'ancienne, j'allais dire métropole, mais c'est comme ça qu'on parle là-bas. Eh bien, et quelles sont les 2 nationalités qui arrivent en tête? C'est la Géorgie et l'Albanie. Donc il y a quand même un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est à revoir. La deuxième chose, après, il y a l'immigration régulière qui est accordée au titre du regroupement familial. Alors ça, on peut toujours en parler. Qui est accordée au titre des études, on peut en parler. Elle augmente, cette immigration. Après tout, pourquoi pas? Moi, où je vois... vous avez vu les précautions avec lesquelles il s'est exprimé hier. J'ai l'éventuelle idée de pouvoir aborder vraiment des précautions. Il avait peur de se faire taxer. Donc on a du mal à faire un débat sans tabou. Bah oui, non, mais parce qu'il y a des gens qui regardent pas la réalité, mais qu'on arrête. Et on parle pas tous de la même chose. Qui regardent un peu ce qui se passe et puis qu'ils arrêtent de se boucher le nez, hein, parce qu'ils nous envoient dans le mur, ces gens-là. Ça fait quand même 40 ans. C'est qui ces gens-là pour vous? C'est une partie de la gauche, c'est une partie... Après, il y a les excès de l'inverse, du Rassemblement national, enfin, qu'on soit à peu près correct. Alors après, il y a l'histoire des quotas. Moi, par exemple, j'estime que les quotas, c'est du vent. Ça ne sert à rien. Le problème en France, c'est pas tant l'immigration régulière, on peut la réguler par des quotas, bien sûr, mais c'est pas le problème. Le problème,
et qui est un problème aussi qui arrive à vicier le débat politique et qui est redoutable auprès de l'opinion, c'est évidemment l'immigration irrégulière. Cette immigration-là, vous ne la réglez pas par des quotas, que je sache. Donc, qui règle le problème des quotas? Et puis après, on verra. Pierre Dumazeau. Non, j'ai rien à ajouter sur ce que vient de dire Pierre avec lequel je suis en accord. Simplement, politiquement, je me demande un petit peu à quoi ça sert. On nous dit que c'est absolument pas électoraliste, rien à voir avec les 6 mois des municipales. Non, mais le gouvernement nous dit que absolument rien à voir. Bon, dans le tact, mais c'est un peu effectivement étrange. On regarde hier le débat, ce qui est appelé débat à l'Assemblée nationale, où il y avait peu de députés, où en réalité c'était pas un débat, c'était une succession de prises de parole qui n'a absolument rien apporté, à part la petite phrase d'Édouard Philippe, où effectivement tellement de pincettes sont prises qu'on demande où ça va aller. Donc, je pose la question, à quoi ça sert tout ça? Parce qu'on peut faire des débats, on peut en parler, mais en termes de prise de décision, on va où? Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a rien derrière. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'y a rien derrière. Pour finir sur ce sujet, Yves Tréhard, une info qui a été publiée hier soir sur le site du Figaro, c'est Christian Estrosi qui a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander que les maires soient plus associés à cette politique migratoire. Il a raison. Il a raison. Pourquoi? On l'a vu, ça fait des années qu'on le voit quand même, que les maires sont en but à ce sujet. Alors, le maire de Nice, évidemment, il a Vintimille, il y a le passage. Alors, là, on parle tout le temps de Schengen, mais en l'occurrence, Schengen ne marche pas puisque la frontière est fermée. Donc, mais on a vu le maire de Calais, la pauvre maire de Calais qui était dans une détresse pendant très longtemps, elle ne savait pas comment s'en sortir. Le maire de Grande-Synthe. Enfin, même le maire de Paris, si vous voulez, avec ce qui est tout à fait indécent, des camps de migrants, quand on est Porte de la Chapelle, où s'entassent dans des conditions absolument abjectes, indignes de notre pays, des ressortissants qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de partout. Les maires, c'est vrai, et en plus, ils n'ont pas les moyens, souvent, de régler ce problème, parce que ils sont souvent débordés par la situation. En ce qui concerne Christian Estrosi, ça va même au-delà de la problématique de l'immigration, puisque son objectif à lui, c'est de dire que les grands maires, les maires des très grandes agglomérations de France, doivent être un relais important pour le gouvernement, parce que Christian Estrosi estime qu'à l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés du terrain, il n'a pas forcément tort d'ailleurs, et qu'effectivement les problématiques réelles du pays sont réservées, en tous les cas, sont traités par les maires des grandes villes. Donc lui, il essaye à 6 mois des municipales, et c'est pas non plus un hasard, de préempter un certain nombre de sujets. Il le fait sur l'immigration, mais ça peut être aussi sur beaucoup d'autres sujets, en disant nous, on a une expertise et qu'on doit apporter face au gouvernement. Rapidement, Pierre Dumazeau. Oui, les maires ont raison de monter au créneau. Confère ce qui se passe à Paris, où Anne Hidalgo dit « Ah ben non, mais moi je peux rien faire, c'est à l'État de s'en charger ». Et il y a une espèce de renvoi d'ascenseur entre le pouvoir central et les maires qui font que le dialogue est impossible aujourd'hui. Allez, on va continuer à parler des maires, puisque la loi sur le statut de l'élu est examinée aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans l'hémicycle du Sénat. Avant d'en parler avec vous, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Lille, retrouver nos partenaires de la Voix du Nord. Bonjour Romain Huzard, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le responsable desk éditorial de la Voix du Nord et vous consacrez un dossier au maire. Oui, tout à fait. En fait, on a commandé un sondage avec l'ensemble de la presse quotidienne régionale sur la façon dont les Français perçoivent leur maire à 5 mois des municipales. Et donc, c'est un dossier qui paraîtra dans tous les titres de la PQR à partir de demain et dès ce soir sur le site de la Voix du Nord. Nous, on va y consacrer 8 pages demain. Alors, plusieurs enseignements à retenir à 5 mois des municipales. C'est d'abord que le maire reste l'élu préféré des Français, mais alors de très loin par rapport aux autres élus des territoires, que sont les députés, les sénateurs, les présidents de région. À titre d'exemple, le sénateur est 5 fois moins connu que le maire. Autre enseignement de ce sondage, c'est qu'on prête énormément de qualité à son maire. Le maire est une personnalité très très bien vue, on le juge compétent, on le juge dynamique, on le juge honnête aussi, et c'est un sentiment qui se renforce plus on s'enfonce vers les petits territoires en fait, vers les petites communes, dans les zones rurales où ce sentiment est très exacerbé. Ça l'est un peu moins naturellement dans les grandes villes où les habitants se sentent un peu plus loin de leur maire, où le maire est plus perçu comme une personnalité politique, ce qui n'est pas le cas dans les plus petits territoires. Voilà, ce sondage, il sera demain dans les journaux de la PQR et notamment votre journal, La Voix du Nord, et les journaux du groupe EBRA. Nathalie, vous êtes allé, vous, à la rencontre de maires, Romain Huzard. Qu'est-ce qu'il en sort de ces rencontres ? Alors, on est allé chercher des maires. En effet, on a fait réagir plusieurs maires de la région, en tout cas du Nord et du Pas-de-Calais, des hommes, des femmes,
des personnes jeunes, des personnes plus expérimentées, des maires des champs, des maires des villes, si on peut dire les choses ainsi. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous ont le souci aujourd'hui de travailler cette proximité avec leurs administrés. Alors c'est plus compliqué encore une fois dans des villes de 80 000, 100 000 habitants naturellement, mais dans des villes moyennes, je prends l'exemple de la maire de Denain qui nous racontait, Denain c'est 20 000 habitants dans le sud du département du Nord. La maire nous racontait que voilà, son métier de maire, c'était 7 jours sur 7 et que ses administrés, elle travaillait avec elle même au supermarché ou quand elle fait ses courses, quand elle promène son chien, elle s'arrête facilement, elle est facilement interpellée et c'est quelque chose à temps plein. Et cette proximité existe même dans ces communes-là. Autre exemple, Cécile Gallet, qui est maire de Saint-Saulve, c'est où se situe la scierie d'Ascoval. C'est également sur un territoire proche de Denain. On est ici dans le Valenciennois. C'est quelqu'un qui est élu depuis 1977 et qui nous raconte que être maire pour elle, c'est être maire du quotidien. Elle raconte comment un maire, finalement, accompagne ses administrés de la crèche au cimetière, hein, je la cite. Dernier exemple, c'est Luc Vémel, qui est président de l'Association des maires ruraux du Nord. Alors là, c'est vraiment les petites communes qui nous racontent combien sont les maires à se balader avec une caisse à outils dans le coffre. C'est le maire dans ces communes-là, c'est le maire qu'on appelle le dimanche soir, c'est le maire chez qui on va sonner, c'est le maire qui va mettre un coup de peinture à la cour d'école si besoin, donner un coup de main aux associations, etc. C'est des gens qui sont très, très engagés, très, très sollicités et qui travaillent, encore une fois, cette proximité et qui aiment cette proximité pour la plupart. Merci beaucoup. Merci Romain Huizard d'avoir été avec nous, nos partenaires de la Voix du Nord et ce dossier sur les maires. C'est donc à lire dans votre journal. Merci. Cette loi sur le statut de l'élu, loi engagement et proximité importée par Sébastien Lecornu, est-ce qu'elle répond à ce malaise des maires? On verra, oui, je pense, parce que on verra, je ne la connais pas dans le détail pour dire la vérité, mais Sébastien Lecornu a d'abord le mérite d'être lui-même un ancien maire. Il était le maire de Vernon, qui est une ville moyenne. Je pense qu'il connaît assez bien la réalité du travail de ces maires. Il faut sans doute un statut de l'élu, on l'a vu, parce que beaucoup d'élus, et j'en sais quelque chose, moi j'ai commencé aussi en province, souffrent de déconsidération, je ne dirais même pas de manque de considération, de déconsidération. Ils sont indemnisés à des niveaux extrêmement bas quand ils viennent de petites communes, alors qu'ils font un travail, il faut le dire, c'est un sacerdoce. Ils sont assistantes sociales, ils font tout dans la ville, et pour souvent être très peu considérés, voire d'être tenus pour responsables de tout ce qui se passe. Et ça va très loin. On a vu cet été quand même ce qui s'est passé avec le maire de Signes, qui a été une espèce d'alerte nationale où on a assisté donc à la mort de ce maire d'un petit village. Et ça arrive souvent qu'il soit pris à partie. Et en plus, il y a une judiciarisation de la société qui fait qu'ils sont attaqués pour un oui ou pour un non. C'est le panneau de basket qui tombe sur la tête d'un enfant, c'est une signalisation qui manque, et encore une fois, ils sont un petit peu dépossédés de leur pouvoir aussi. Ça, ils le regrettent, parce que les intercommunalités ne touchent pas, finalement, ne sont pas arrivées aux objectifs qui sont recherchés. Au contraire, je pense qu'elles compliquent considérablement la vie et le travail des maires. Rapidement, Tam, après Nathalie. C'est un projet de loi, on l'a vu, qui est assez consensuel entre le gouvernement et le Sénat. Mais le point d'achoppement, c'est clairement l'intercommunalité. C'est ce que nous a dit tout à l'heure la co-rapporteure Françoise Gatel. Le gouvernement ne veut pas de ce transfert à la carte des compétences que réclame le Sénat pour qu'on puisse voir selon les différences territoriales. Et vraiment, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Il y a quand même 1000 amendements à discuter sur ce texte pendant 2 semaines. Donc il y a quand même vraiment du boulot qui va être fait en séance publique. On met de longues heures. Oui, le vrai problème, on l'entend souvent lors du congrès des maires et régulièrement quand on interroge les maires sur nos territoires. Le vrai problème, et vous l'avez souligné Yves, c'est l'intercommunalité. C'est-à-dire que pour avoir des gens qui s'investissent dans leur commune, il faut qu'ils aient le sentiment de tenir les rênes et d'avoir le pouvoir. Si pour ouvrir n'importe quel équipement socio-culturel ou pour avoir la main mise sur une école, etc., on est obligé de passer par l'interco, pour la plupart, c'est extrêmement, j'allais dire, décourageant. Donc effectivement, vous l'avez dit Tam, c'est difficile d'avoir une interco à la carte, sauf que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des intercos qui fonctionnent et il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc si c'est pas à la carte, je vois vraiment pas comment ça va être. On va rester. Le gouvernement reste opposé à ça, mais bon. Pierre Dumazo.
Non, mais effectivement, c'est vrai que le vrai problème, c'est l'intercommunalité. Et sur Sébastien Lecornu, en tout cas, il a le mérite, il a reçu, vous savez, il y a une dizaine de jours, une dizaine de maires à huis clos pour tout simplement, exactement, entendre, écouter. Et donc, ce qu'il y a de positif, en tout cas, dans cette loi également, c'est qu'il y a toute une série de mesures pour simplifier, une sorte de simplification judiciaire et d'accompagnement de l'élu pour les démarches administratives et aussi sur le plan psychologique, parce que c'est des gens qui parfois sont en souffrance et effectivement parce qu'ils ne peuvent pas agir bien souvent. On suivra ce projet de loi engagement et proximité qui débute aujourd'hui au Sénat. Tam, on va passer à la revue de la presse quotidienne régionale avec vous. Et on commence, Tam, avec la République des Pyrénées. Et comme le hasard fait bien les choses, puisqu'on parle évidemment du dossier municipal de la République des Pyrénées, où il est fait mention de ce sondage dont on parlait à l'instant, qui montre que plus de la moitié des maires a décidé de ne pas se représenter ou hésite encore à le faire. Donc la République des Pyrénées parle de cette crise de vocation, auquel bien sûr ce projet de loi, débattu à partir de cet après-midi, va tenter de répondre. On enchaîne avec la dépêche du midi. Effectivement, la dépêche du midi qui consacre sa une à cette image, vous le voyez, ces blocages avec ces tracteurs, cette fumée, sans doute une photo qui a été prise au mois de septembre lors des feux de la colère qui avaient été allumés par des agriculteurs. Et bien, bis repetita, aujourd'hui une nouvelle journée de détresse, une nouvelle journée de colère à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Les agriculteurs protestent sur plusieurs sujets. On les voit listés par la dépêche du midi, le glyphosate et notamment la mise en place des zones de non-traitement, le CETA et dans l'ensemble tout ce qui est accord de libre-échange et puis l'agribashing, le fait que les agriculteurs soient trop souvent attaqués aujourd'hui, juge-t-il au cas qu'il manque de reconnaissance, blocage à attendre sur toute la France. Notez également une nouvelle un petit peu plus douce à Narbonne, les archéologues, on le voit sur la une, les archéologues ont mis au jour 1000 tombes romaines. On parle d'un nouveau Pompéi qui aurait été découvert par les archéologues à Narbonne à l'occasion de travaux sur une zone commerciale. Et notez que dans les pages intérieures, la dépêche parle du fait qu'on a retrouvé beaucoup d'objets intacts, notamment des fioles qui contenaient les larmes des proches des personnes décédées. Voilà quelque chose quand même d'assez poétique pour accompagner ces personnes dans l'au-delà. Allez, on va passer à un autre sujet, c'est la une de Sud-Ouest. Effectivement. Un peu moins poétique, radicalisation, les failles du repérage. Sud-Ouest consacre sa une, bien sûr, aux faits du jour et bien sûr au terrible attentat terroriste de la semaine dernière à la préfecture de police de Paris, avec cette question, comment resserrer les mailles du filet, alors que l'on a découvert que bien sûr le profil n'avait pas été remonté dans le dossier administratif de Michael Harpon. Et puis également cette question nouvelle qui se pose aujourd'hui, celle de cette clé USB contenant tous les profils des collègues de Michael Harpon et ce qui a pu en être fait. On va parler de tout ça, notamment de l'audition de Christophe Castaner dans quelques instants dans ce club. On termine avec la une du Courrier Picard. Et oui, effectivement, le Courrier Picard qui parle toujours des suites de l'incendie de Lubrizol, les suites notamment dans le Nord, avec le fait que les analyses sont toujours attendues par les agriculteurs picards et la facture s'alourdit, notamment pour les producteurs de lait. Eh bien, puisque vous parlez de Rouen, on va continuer à en parler. C'est le prochain thème du club. Rouen qui pose la question de la sécurité des sites Seveso. Site Seveso, c'est un terme qui inquiète. Grâce à nos partenaires des télés locales, on va se rendre dans la région de Tours, qui compte 9 sites Seveso à seuil haut. Et une usine classée Seveso va voir prochainement le jour. C'est à Druy, près de Tours. Ça inquiète évidemment les habitants. Regardez ce reportage de Samuel Collin pour TV Tours Val-de-Loire. Grant est inquiet. Le projet Seveso est à quelques centaines de mètres de chez lui. Les riverains, au moins une vingtaine de maisons entre 600 et 800 mètres. Ce qu'ils redoutent en premier lieu, un accident comme celui de Rouen. C'est un brillant rappel de exactement ce qu'on craint. Parce que bien sûr, le risque que ça explose est faible, mais une explosion suffit, quoi. On n'a pas besoin d'une explosion quotidienne. La dangerosité d'un centre de stockage et la nuisance du trafic de camions. En plus de cela, il y a la perte de valeur de leurs biens. Situé à 600 mètres, ce couple a fait construire sa maison il y a 2 ans.
déjà, ça va la dévaluer comme de 20% à peu près. Donc, et puis le risque, comme il vient de se passer avec Rouen, où on dit non, il n'y a jamais danger, mais le danger il est quand même présent. L'association de riverains compte 140 adhérents, parmi eux Dominique, déterminé à partir si le site est installé ici. Si Seveso se construit, oui. Notre but, c'était de venir à la campagne. Si on avait voulu être à Seveso, on aurait acheté à Saint-Pierre. Là, le but, c'était de venir à la campagne pour le calme, proche de la ville, on est d'accord, mais au calme. Là, vous vous rendez compte, les camions qui vont passer, alors on nous assure que les petits camions ne passeront pas. D'autres habitants mettent en avant la manne financière du projet, 50 000 € annuels, soit un tiers du budget de la commune. Primagaz devrait emménager d'ici 1 an et demi. Les riverains, eux, promettent de se battre jusqu'au bout pour que cela n'arrive pas. Voilà pour ce reportage de nos partenaires de TV Tour Val-de-Loire qui pose la question des sites Seveso, question qui se pose bien évidemment Istrea, notamment depuis cet incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Oui, on se réveille parce qu'en fait il y en a beaucoup de sites Seveso en France. 1300, il y en a. Simplement, quand on a toujours des doutes, savoir si les normes de sécurité, si toutes les précautions sont prises, on ose l'espérer, mais c'est vrai qu'on est toujours surpris de voir que, par exemple, à Rouen, cette usine Lubrizol, finalement, elle est quasiment en centre-ville. Enfin, elle est pas loin du cœur de la ville. Et on croyait, peut-être à tort, que c'était pas possible, quand on était classé Seveso, d'être aussi proche de milliers d'habitations. Donc là, le problème est là. Ça pose évidemment des questions. À noter qu'Elisabeth Borne sera auditionnée cet après-midi au Sénat à 18h sur les suites de cet incendie Lubrizol de Rouen et qu'une commission d'enquête sénatoriale va voir le jour demain au Sénat sur la gestion de ces sites Seveso. On aura donc bien sûr l'occasion d'en reparler. Et on va terminer ce club avec l'actualité du jour au Sénat, au Parlement. C'est Christophe Castaner qui est toujours sous le feu des critiques sur sa gestion de l'attaque au couteau et les nombreuses questions qu'elle soulève. Christophe Castaner, il est auditionné ce matin au Sénat, table devant la délégation parlementaire au renseignement. Oui, effectivement, Christophe Castaner est auditionné ce matin. Et juste auparavant, Christian Cambon, le président de cette délégation parlementaire au renseignement, vient juste de faire un petit point presse. On vient de l'interviewer à l'instant, on l'écoute. Les thématiques vont tourner autour de l'habilitation, de la détection de la radicalisation, de la sécurité des lieux, puisque malheureusement c'est au cœur même de la préfecture de police, au sein de son service le plus sensible, que ce crime épouvantable a été accompli. Et puis bien évidemment, le point qui est le plus inquiétant et dont les révélations qui sortent aujourd'hui nous créent beaucoup de soucis, à savoir quelles sont les données auxquelles cet opérateur de maintenance informatique a pu avoir accès et quel usage a-t-il pu en faire, puisqu'on s'aperçoit depuis hier soir que on constate depuis hier soir que sur la clé USB qui a été saisie, des listes de noms de ses collègues avec leurs références et leurs adresses ont été trouvées, ce qui bien évidemment ouvre la voie à beaucoup d'inquiétudes. Et donc nous allons demander au ministre et à ses collaborateurs comment d'abord tout cela a été possible et puis dans quelle direction va-t-on aller pour essayer de sécuriser l'ensemble de ces dispositifs. On l'a compris, donc cette fameuse clé USB sur laquelle il y a les adresses et puis des données concernant les collègues de Michaël Harpon va être au cœur de cette audition. Sinon, on sait que ce matin, cette audition, elle va avoir lieu dans une salle blanche, dans le sous-sol du Sénat, à quelques mètres d'ici. Une salle blanche, c'est-à-dire une salle équipée de brouilleurs pour que rien ne filtre, rien ne puisse être écouté. Christophe Castaner ne va pas être auditionné seul. On l'a appris ce matin. Vont être également présents Laurent Nunez, le secrétaire d'État, ainsi que le préfet de police de Paris. Et donc, il est auditionné par la délégation parlementaire au renseignement. On connaît ensuite les sujets sur lesquels il va être auditionné. D'abord, quelles informations secret défense a-t-il eu accès, voire qu'a-t-il pu transmettre à des réseaux terroristes. Deuxièmement, on va savoir ils vont demander comment est assurée la sécurité de la préfecture de police. Ensuite, comment sont habilités les fonctionnaires secret défense et comment les habilitations sont renouvelées. En l'occurrence, Michaël Harpon avait été habilité dès 2003. Il y avait un prochain renouvellement en 2020. Enfin, comment se fait la détection de la radicalisation. Point sur lequel Christophe Castaner a déjà admis des failles. Hein. Effectivement, c'est ce qu'il a admis hier chez nos confrères de France Inter. On l'écoute. Il y
avait aucune trace de radicalisation. Aucune trace, aucun signalement. Personne n'avait pensé qu'il fallait examiner le dossier avec une plus grande attention de cet individu. Et pourtant, et c'est là où il y a une faille, nous avons appris ensuite, comme l'a rappelé le procureur national antiterroriste, d'éléments qui sont apparus vendredi, que dès juillet 2015, certains de ses collègues s'étaient étonnés avec, dans le cadre d'une discussion assez véhémente, de ces prises d'opposition suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Des déclarations d'ailleurs qui sont confirmées par le rapport de la patronne du renseignement à la préfecture de police. Ce rapport d'ailleurs il a fuité. Regardez ce qu'écrit Françoise Bilancini. Elle explique bien qu'il y a eu effectivement un dysfonctionnement. Monsieur Harpon a bien fait l'objet en 2015 de discussions entre membres de son service sur son éventuelle radicalisation. Mais tout cela n'a pas donné lieu à des rapports écrits et en tout cas ils n'ont pas été portés au dossier administratif. Yves Tréhard, ces failles, elles inquiètent, elles interpellent. On se demande comment c'est possible. Bah oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas une faille. Je pense que certains hommes politiques ont parlé de scandale d'État. C'est un véritable scandale d'État. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un service anodin, administratif. On est au cœur, je dirais, de la sécurité et du renseignement français. D'un service qui s'appelle la direction des renseignements de la préfecture de police, qui était déjà sur la sellette et que Laurent Nunez lui-même avait voulu dissoudre il n'y a pas très longtemps pour le fondre dans la DGSI. Donc il y a un problème majeur. Et de se dire, j'imagine que beaucoup de Français qui regardent ça se disent mais combien il y en a dans les services de police, dans les services de gendarmerie. Donc c'est quand même très inquiétant. Donc il est grand temps évidemment de revoir les procédures. Il est absolument aberrant que ces signalements de 2015, mais ce n'est pas les seuls, parce que je pense qu'il y a d'autres éléments qui auraient dû remonter, n'aient pas été portés à son dossier administratif. Pierre Dumazeau. Oui, c'est évidemment gravissime. On parle de scandale d'État, effectivement, je pense que là, pour le coup, le terme n'est absolument pas galvaudé. Que ce matin, l'audition faite par la DPR au Sénat est importante, peut-être même plus importante que celle cet après-midi à l'Assemblée par la Commission des lois. Ça pose aussi plusieurs questions politiques sur les premières réponses de Christophe Castaner. Vous aviez diffusé un extrait de son intervention sur France Inter. Quand on écoute l'ensemble, à aucun moment, il n'y a pas trop de remise en question quand même. Quand il dit question de démissionner, non, direct et définitif. Et je reprendrai le terme d'un très bon papier écrit par Nathalie que j'ai lu avec intérêt. Non mais c'est vrai, c'est Christophe Castaner, l'homme le plus protégé de France. Et on a l'impression quand même que c'est le couac de trop qui est extrêmement grave et pourtant il ne se passe absolument rien pour l'instant. Nathalie, très bon papier. Pourquoi Christophe Castaner est-il aussi protégé? Pour une raison simple, mais c'est basique, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Souvenez-vous, quand Gérard Collomb a quitté de façon un peu précipitée la place Beauvau il y a 1 an, on a mis 15 jours avant de nommer Christophe Castaner. Christophe Castaner, il faisait du lobbying depuis longtemps pour avoir ce poste prestigieux qui est celui du ministère de l'Intérieur. C'est quelque chose pour lequel il n'avait pas eu d'appétence particulière avant dans son travail de député. C'est un poste clé, faut savoir, le ministère de l'Intérieur, parce que c'est un poste qui est en relation directe avec le président de la République. C'est pas un poste où vous répondez, où il y a une pression très forte, si vous voulez, de l'administration centrale. C'est vraiment un poste où il est important d'avoir la confiance du président. C'est aussi un poste qui a la main mise sur les élections et sur le redécoupage électoral. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui à ce poste-là. Et Christophe Castaner, il coche toutes les cases. Alors, c'est vrai qu'il a été très protégé pour l'instant, puisque, en fait, je me suis amusée à remonter toutes les fois où le Premier ministre avait dû assurer de sa confiance son ministre de l'Intérieur. Clairement, jamais un ministre de l'Intérieur n'a dû avoir autant la confiance redite du chef de gouvernement. Donc, ça pose un problème politique. Mais sur le problème qui nous occupe, en l'occurrence sur la préfecture de police, je ne vais pas dire qu'il a été effectivement très, très malhabile, mais le problème principal, c'est que ça date de 2015 et il n'était pas en poste. Faut juste très rapidement, qu'est-ce
qu'on peut attendre de ces auditions? Elles seront nombreuses cette semaine au Parlement. Oui, et beaucoup de choses de celles de ce matin, mais le seul truc, c'est qu'on n'en saura absolument rien. Parce que c'est un huis clos total couvert par le secret défense. C'est sûr que c'est là qu'il y aura toutes les informations intéressantes. Il y a 2 auditions qui vont avoir lieu devant les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat cet après-midi et jeudi. Et là, ce sont plus des actes politiques. Je pense que c'est vraiment plus pour qu'on puisse attaquer Christophe Castaner, notamment au Sénat. Et on suivra celle de jeudi en direct sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous très rapidement. Les journaux du groupe EBRA, c'est sur les failles du renseignement. La une du Figaro sur le grand fiasco américain, Syrie, Irak, Afghanistan. Et la une de la lettre, c'est sur l'urgence d'agir après cette attaque à la préfecture de police de Paris. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, l'invité politique, c'est Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le